Bon, après avoir vu donc la force électrostatique de nature générale, qui était F est égal à K fois Q fois grand Q sur le carré de la distance, où K était proportionnel donc à la distance. Non, je m'excuse, je vais un peu trop vite, hein. Donc on avait vu la force électrostatique, donc qui était égale à K fois Q fois grand Q fois petit q, où Q et petit q, enfin grand Q et petit q sont des charges électrostatiques en un point local. Chacun en a un point local, mais séparés d'une distance, je veux dire, d'une distance d. Voilà. Et donc on avait vu que la force électrostatique était proportionnelle donc à la charge grand Q, à la charge petit q, et à des facteurs géométriques tels que la distance séparant les deux charges et le support géométrique pour lequel les charges étaient, je veux dire, positionnées. Bon, soit ici, comme on avait des natures, voilà. Donc ça, je peux écrire d'une autre manière. Je peux écrire la force électrostatique est égale à quoi? À K fois Q fois petit q, où Q et Q sont des charges ponctuelles, je veux dire, séparées par une distance, on va dire, D, D, D. Et là, je peux mettre quoi? Je peux mettre un vecteur unitaire U. Le vecteur unitaire qui relie, en fait, ce vecteur relie, c'est un vecteur qui est sur le support d'une droite qui relie les deux points où se situent donc les charges Q et grand Q et petit q. Et ceci, je peux l'appeler le rayon vecteur, hein. Le rayon vecteur, de là à là, je peux l'appeler le rayon vecteur R. Donc ici, on a bien un vecteur, fois deux scalaires, ça fait bien un vecteur, et on a bien une force qui est un vecteur. Et ça, je peux l'écrire aussi Q fois Q fois grand K fois R, fois U, pardon, fois U. Voilà. Bon, maintenant, je peux le parler en termes de R. Je peux mettre le rayon vecteur sur sa norme R. Et là, on a toujours un vecteur unitaire. Attention que le module de U vaut 1. Hein. Vous aurez compris que c'est un vecteur unitaire. Mais que le rayon, si je fais ça, la norme de R sur la norme de R, ça fait toujours 1 aussi. Voilà. Sur R. La norme de R sur R, ça fait 1. La norme de R sur R, ça fait 1. Donc on a tous les deux des vecteurs unitaires. Donc je peux parler de vecteur unitaire R, mais il faut le diviser par la norme R. Bon. Alors on a vu quoi? On a vu donc le champ électrostatique, hein, qui était égal à K fois Q, qui était une grandeur, je veux dire, le champ électrostatique était une vecteur donc locale, hein, en un point, et qui définissait bon la force exercée pour un coulomb. Bon, c'était une base pour un coulomb. Quelle force que j'ai? Bien que je n'ai pas un coulomb, et bien que je n'ai pas la force relative à un coulomb, hein. C'est ça pour avoir une base, hein. C'est une base, c'est juste une base en un point local. Elle définit pour un coulomb quelle aurait été la force positionnée à cet endroit-là si j'avais eu un coulomb. Mais en fait, on n'a jamais un coulomb, hein. Un coulomb, c'est énorme. Un coulomb, c'est de nature, on va dire, électrocinétique et non pas électrostatique. Voilà. Donc ici, on va voir justement la force de Coulomb. La force de Coulomb. Donc, Coulomb, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il faut savoir qu'il existe différentes forces dans la nature. Donc, dans l'univers, il y a de l'énergie, ça vous le savez. Sur Terre aussi, l'énergie est partout. L'énergie est partout. Donc, on a des forces de nature différentes qui vont travailler. Alors, on retrouve les forces électrostatiques, les forces de gravitation, les forces d'Archimède et tralala, il y a beaucoup de forces. Donc dans l'univers, on a un champ de force. Il y a des forces de toutes sortes et de toute nature, comme sur Terre, il y a des forces de toutes sortes et de toute nature. Bon, alors, Coulomb a étudié les forces électrostatiques, hein, je veux dire, situées en un point, hein, des forces sur des charges, enfin des forces de nature électrostatique
de charges situées en un point, c'est-à-dire des forces dues à des charges ponctuelles, assimilables à des charges ponctuelles, qui créeraient des forces, ces charges ponctuelles qui créeraient des forces électriques. Et en fait, par expérience, il a pu s'apercevoir expérimentalement, je le dis bien, expérimentalement, les forces de Coulomb ont été découvertes expérimentalement. En fait, ça vaut K, K étant une constante, fois Q sur R carré. Voilà. Donc on voit bien la force de nature électrostatique qu'on avait étudiée auparavant, qui était K fois. Enfin, si je mettais ceci sous forme comme ceci, eh bien, là, je peux mettre un vecteur U. Voilà. Donc, Coulomb n'a fait que, je veux dire, découvrir, je veux dire, qu'elle était que la force de nature électrostatique de type coulombien, de type charge assimilée à des charges ponctuelles, était égale à K sur R carré. Attention, c'est pas grand K. Hein. Grand K était dépendant de la distance, oui. Mais là, il dit qu'il est. Coulomb, il a dit en plus que c'était. La dépendance dépendait d'une proportionnalité inverse. Là, dans les forces de nature électrostatique, ça dépendait du support et de la distance, mais là, cette distance-là, Coulomb a dit que c'était inversement proportionnel. Et en plus, ça dépendait d'une constante K. D'une constante K. Alors, il n'a pas été loin pour voir, pour trouver ceci. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a déjà, je veux dire, les forces de nature gravitationnelle qui sont égales à K fois M, M' sur R carré, où ici on a la masse M, donc la masse M', séparée d'une distance D ou R, ici je vais l'appeler R, puisque j'ai R, et donc là on avait une attraction en opposition, avec des forces en opposition, comme ceci, pour dire attraction, et ces forces-là étaient égales, hein, parce que c'est la loi de l'action et de la réaction de Newton. Donc force est égale à force de gravitation, voilà. Et donc elle ne pouvait que s'attirer. Contrairement aux charges électrostatiques de forme ponctuelle, donc c'est un point, hein, on a grand Q et petit q, donc on a toujours notre distance séparant les deux d'une distance R. Et là, on pouvait avoir soit, comme les charges étaient polarisées, soit plus ou soit plus moins ou moins ou moins plus. En fonction de ça, on avait soit une attraction ou soit on pouvait avoir une répulsion. Donc contrairement aux forces gravitationnelles qui là sont directement des forces attractives, alors que les forces électrostatiques, les forces électrostatiques, elles peuvent être soit répulsives ou attractives, alors que les forces de gravitation sont attractives. Bon, alors les forces électrostatiques, c'est égal à Q fois Q, donc avec des polarités chargées, soit plus, soit moins. Voilà. Contrairement aux masses. Donc ici, il ne peut avoir qu'une attraction, force de gravitation attractive, alors que là, ce sont des forces de gravitation. Ça dépend de si elles sont attractives ou répulsives en fonction de leur type de signe. Rappelez-vous qu'on appelait, je veux dire, anciennement, avant Franklin, les charges plus et moins avaient d'autres dénominations, donc les plus et moins étant arbitraires, on avait des charges vitreuses et résineuses. Et là, Coulomb a dit qu'on a bien une constante sur R carré. Donc, vous voyez l'analogie entre la loi de gravitation universelle et l'analogie des forces électrostatiques, je veux dire, de charges de type ponctuel, de type où il y a je veux dire, un point.
Attention qu'ici, j'ai pris l'interaction de l'interaction de force entre deux charges séparées d'une distance r. Hein. Voilà. Donc, ce qui veut dire par là, attention, il faut mettre tout dans son contexte. Hein. Oui, ici, juste avant de changer de sujet concernant la force électrostatique, ici, bon, pour revenir un petit peu sur la loi universelle, ici, la constante, je reviendrai ici sur la constante, ici, qu'est-ce qu'elle vaut? Sur cette constante petit k. Je vais revenir. Par contre, là, ça c'est ce qu'on appelle la constante de gravitation universelle, ou encore constante de Newton, ou encore constante de Cavendish, ou encore tout court constante de gravitation tout court. Voilà. À ne pas confondre avec les constantes de gravitation héliocentrique ou géocentrique, ou encore ne pas confondre avec la constante de gravitation de Gauss. C'est des autres aspects. C'est des autres aspects. Donc ça c'est la constante de Cavendish, constante de Newton, constante de gravitation universelle ou constante de gravitation tout court. Voilà. À ne pas confondre avec celle que j'ai expliquée juste avant. Alors ça c'est pour la petite histoire. Et là on va trouver que vaut le cas. On va trouver le que vaut le cas et donner, je veux dire. Mais avant ça je voulais donner quelques petites explications. Supposons que la charge là, grand Q est là et petit q est là. Eh bien, en fait, bien sûr, ça, ce sont des charges ponctuelles, hein, ce sont des points, et donc des points matériels, hein, des points matériels. Et donc, la force va interagir sur la droite reliant ces deux charges. Bon, maintenant, vous l'aurez compris que si je mettais une charge Q1, et puis ici Q2, et puis là une charge Q3, il y a toutes des interactions qui vont intervenir, vous l'aurez compris. Hein. Il y aura l'interaction de Q avec Q1, de Q avec Q2, de Q avec Q3, de Q1 avec Q2, de Q1 avec Q3. Donc on aura Q1, Q, Q2, Q, Q3, Q. Q1, Q2, Q1, Q et Q1, Q3. Q2, Q1, Q2, Q, Q2, Q3. Voilà. Q3, Q, Q3, Q1, Q3, Q2. Voilà. Donc ici, vous aurez compris qu'il y aura une multitude de forces. Une multitude de forces qui vont interagir. Par exemple, Q3, Q va donner une répulsion, par exemple, comme ceci, une répulsion. Hein. Répulsion. Supposons qu'elle est plus. Supposons qu'elle soit toute plus. On aura une répulsion de ces deux-là. Une répulsion en fonction de leur grandeur, on aura des vecteurs, bien sûr, et de la distance, bien sûr, hein, de leur distance. Hein. En fonction de leur distance, l'intensité de la force va être donnée en fonction de la. Plus c'est loin, plus c'est éloigné, plus la distance est grande et plus la force sera petite. Fatalement, plus c'est éloigné, la force, plus elle est rapprochée et plus, je veux dire, l'interaction de force sera importante. Plus les charges sont rapprochées, plus l'interaction de force est importante. Plus les charges sont éloignées, plus l'interaction de force est petite. Voilà. Et donc voilà. Donc ici on aura à chaque fois des forces. Hein. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Donc au point Q, j'aurai combien de forces qui vont interagir? Q avec Q3, Q avec Q2, Q avec Q1. Donc j'aurai trois forces. Et c'est la somme vectorielle de ces trois forces qui va donner la force totale. Et ici, la même chose au point Q1, on aura F2 et F3. Et là, on aura F1. Tension qu'ici, F3 sera de l'autre côté, parce que si elle est répulsive, F3 comme ceci, F1, et F2 répulsive, donc comme ceci. Voilà. Et ainsi de suite. Hein. Bon, on peut jouer. Et donc, on aura une somme vectorielle de force. Voilà. Moi, je vais parler pour deux charges. Pour deux charges, voilà, ponctuelles. Donc, j'ai Q, Q. J'appelle ceci la distance R. Et donc, ça, c'est la ligne d'action passant par les deux charges ponctuelles. Et voilà. Et donc, sur cette ligne d'action, je vais mettre, elle va servir de support au vecteur unitaire U. U. Voilà. Donc, on va dire que la force électrique de Coulomb sera égale à
K sur R carré fois Q fois U. Voilà. Et ceci, c'est pour avoir un vecteur. Hein. Voilà. Comme ça, j'ai un vecteur. Voilà. Et la norme de la force électrique, hein, vous aurez compris que cette norme, c'est K sur R carré fois Q, grand Q, petit q. Voilà. Ça, c'est la norme. La norme, elle est là. Voilà. La norme est scalaire, en fait. Voilà. Maintenant, attention que j'aurais pu mettre par rapport au rayon vecteur R. Rayon vecteur R. Et donc, à ce moment-là, si je mets par rapport au rayon vecteur R, la force électrique voudra quoi? Coulombienne, la force électrostatique coulombienne sera égale à K sur R carré, Q fois Q, rayon vecteur R sur la norme de R. En d'autres termes, la norme de R, vous l'aurez compris, qui fait R. Mais attention ici, à ce moment-là, je dois faire ceci. Hein. Voilà, donc c'est K sur R sur R fois sur R, voilà. Ouais, parce que ça doit rester toujours R carré, je veux dire, en dessous. Voilà. Non, donc R sur R carré. Donc R sur R. Oui, si je mets en fonction de R, ouais, je m'excuse. Si je mets en fonction de R, ce sera K sur R cube à ce moment-là. Q fois Q, R. Voilà. Si, le vecteur, si je mets par rapport au rayon vecteur R, à ce moment-là, j'ai du R cube ici. Pour la force, je veux dire, électrostatique. Voilà. Bon, j'aurais pu faire la même chose avec la loi de gravitation universelle pour deux masses. Hein. Voilà, j'ai la masse M. Voilà la masse M'. Bon, là, on a les centres de gravité des masses. On n'a pas des points comme dans les charges, dans le cas des charges de Coulomb. On n'a pas des points. Hein, on n'a pas des... Mais on a, je veux dire, des masses avec un point fictif à ce moment qu'on crée, qui est le centre de gravité de la masse, centre de gravité de la masse 1, centre de gravité de la masse 2. On fait passer donc la ligne d'action au travers des deux centres de gravité. Et là, je crée mon vecteur, mon rayon vecteur, mon vecteur unitaire U et mon rayon vecteur R ici. Voilà, le R étant la distance R. En d'autres termes, on aura la force de gravitation vaudra gamma, constante de Cavendish ou de Newton, ou constante de gravitation universelle, ou constante de gravitation tout court, m fois m' sur r carré fois U. Voilà, mais ça fait gamma m' sur r carré. Si je prends par rapport au rayon vecteur R, mais ce sera R sur R. Donc ce qui fait gamma m' sur R cube fois vecteur R. Donc attention, c'est du cube si on joue avec le vecteur, le rayon vecteur R, mais c'est du carré si on joue avec le vecteur, ce vecteur-ci, avec le vecteur unitaire U. Donc si on joue avec le vecteur unitaire U, ça sera le carré, sera divisé par le carré de la distance. Si on joue avec le vecteur de position R, à ce moment-là, c'est par rapport au cube, Attention à ça. Donc ici, bon, donc on a dit que la force de gravitation, enfin la force électrostatique de Coulomb est égale à quoi? On a dit K grand Q petit q sur R carré fois U, où la force électrostatique de Coulomb est égale aussi à QQ R carré, la norme de R, enfin le vecteur R sur le rayon vecteur R, qui fait R, en fait ça fait R cube. R carré fois R, ça fait R cube. Donc ces deux-ci vont donner, c'est R sur R cube. Voilà, ça c'est en fonction de U, et ça c'est en fonction de R. Bon, maintenant le champ électrique. On a vu que le champ électrique, c'est une force par unité de charge pour un coulomb. C'est la force électrique sur un coulomb. Donc en fait, il suffit de diviser ça par Q, donc on a KQ sur R carré fois U.
mais c'est aussi, E est égal à quoi? KQ sur R cube, si on a mis, à ce moment-là, la norme, enfin R sur R. Grand R, le R est déjà compris dans l'R cube, hein, voilà. Si on met R. Voilà, 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 voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ce fameux K? On va s'atteler à se demander qu'est-ce que c'est que ce fameux K. K, en fait, c'est une constante, hein, qui dépend du système d'unité. Voilà, il dépend du système d'unité. Et on écrit généralement K sous la forme de 1 sur 4 pi epsilon 0 qui vaut 9 fois 10 exposant 9. Voilà, 9 fois 10. En fait, epsilon niveau... c'est ça, donc c'est ça. Donc, non, attendez. K, il vaut 1 sur 4 pi epsilon 0. Pourquoi 4 pi? Bon, c'est pour montrer la symétrie sphérique du champ coulombien. Hein, quand on a du pi, c'est-à-dire qu'on a, je veux dire, généralement des sphères, etc. etc. Donc, le K, vaut 1 sur 4 pi epsilon 0. Et donc, ça c'est le K. Hein. Le K vaut 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc, si on a la force électrostatique, est égal à K Q sur R carré, voilà, mais le K valant 1 sur 4 pi epsilon 0, voilà. Voilà. Alors, voilà, 4 pi epsilon 0. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais le noter au-dessus. Hein. Donc, j'espère qu'on voit, oui. La force électrostatique, je vais le renoter. C'est 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R carré. Voilà. Voilà que vaut la constante K, hein, de la force électrostatique. Mais epsilon 0, il vaut quoi? Il vaut 1 sur 4 pi fois 9 fois 10 exposant 9. Voilà que vaut epsilon 0. Donc si je remplace le 4 pi, 1 sur 4 pi fois epsilon 0 qui vaut 1 sur 4 pi 9 fois 10 exposant 9 fois Q sur R carré, je simplifie les 4 pi. Donc ça c'est la force électrostatique de Coulomb, hein, la force de Coulomb. Je simplifie ici, et là on a un inverse d'un inverse, et un inverse d'un inverse revient à multiplier par la fraction. Faire l'inverse d'un inverse revient à prendre le nombre qu'on a ici. Hein. Donc 9 fois 10 exposant 9, Q sur R carré. Voilà que vaut la force de Coulomb. Voilà que vaut la force de Coulomb. Donc, en fait, la force de Coulomb, elle vaut 9 fois 10 exposant 9 Q sur R carré. Attention qu'ici j'oublie quelque chose, puisque fois U, fois le vecteur U. Mais en norme, je vais le mettre en norme cette fois-ci. Je vais le mettre en norme. Allez chercher la norme de F qui vaut la force coulombienne qui vaut F, vaut 9 fois 10 exposant 9 Q fois Q sur R carré. Voilà. Voilà. Donc, ici, je peux calculer, connaissant la force,
et la charge. La force et la charge, je peux calculer donc le champ. Et le champ vaut aussi 9 fois 10 exposant 9 Q sur R carré. Voilà. Ou grand Q, hein, je peux prendre le grand Q. Grand Q sur R carré. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que la force électrique sur petit q vaut le champ. Hein. Là, je regarde, je suis en train de le regarder en norme. Hein. Vous avez bien vu qu'il n'y a pas de vecteur. Donc, je suis en norme. Donc, la norme de la force électrique sur la force électrostatique de Coulomb sur la charge ponctuelle Q, donc au niveau local, le champ local vaudra 9 fois 10 exposant 9. Il ne dépendra que de la charge qui est de l'autre côté, grand Q sur R carré. Voilà. Et donc ça, ce sont les expressions, je veux dire, de la force coulombienne et du champ. Bon, maintenant, on va revenir sur ces fameuses unités. Ces unités, bon, hein, je veux dire, on va en parler. L'unité de charge électrique, en fait, on l'a dit que c'était le coulomb. Donc, le coulomb est une unité, comme je l'ai expliqué, énorme. Si je place, par exemple, deux charges de 1 coulomb à une distance de 1 mètre, eh bien on aura 1 fois 1 sur 1 et donc il faudrait, on aurait 1 fois 1 sur 1, quelle force qu'on aurait? 9 fois 10 exposant 9. Ouais, parce que en fait, la charge vaut 1 coulomb. 1 coulomb ici, la distance 1 au carré, 9 fois 10 exposant 9, et là on aurait une force électrique de 9 exposant 10 exposant 9 fois 10 exposant 9 newton. Newton. Pour 1 coulomb situé tous les deux à 1 mètre, c'est énorme. Hein. C'est une force énorme. Énorme, énorme, énorme. Voilà. Donc autant dire que bon, le coulomb, c'est immense, hein, c'est immense. Le coulomb, c'est une unité immense. Voilà, on peut voir que c'est immense. Hein, je veux dire, voilà. Alors, le coulomb est lié en fait aux unités, je veux dire, du système international par la formule Q. Ici, attention, Q n'est pas une charge. Hein. Je sais bien que ici, on a le Q, c'est la charge en électrostatique, mais le Q, ça peut être aussi, je l'ai déjà expliqué, hein, un débit, si on est je veux dire, en hydraulique ou en mécanique de fluide, Q est un débit, Q peut représenter, Q peut représenter plusieurs, je veux dire, unités en fonction du domaine où l'on est. Ça peut être une chaleur. Si on est en thermodynamique, le Q peut représenter, je veux dire, une chaleur, et si on est en mécanique des fluides, un débit, et voilà. Donc, le Q en électrocinétique, le Q c'est, je veux dire, un courant fois un temps, I fois T. Un courant fois un T. Donc, le courant c'est en ampères, et le temps c'est en secondes, donc le coulomb, ce sont des ampères fois des secondes. Voilà, des ampères fois des secondes. Donc, autant dire que je peux définir le courant comme étant Q sur T, c'est-à-dire l'ampère étant défini comme étant des coulombs par seconde. Des coulombs par seconde. Donc, l'unité de champ, le champ, on l'a dit, on a dit que c'était une force électrique sur une charge, c'est des newtons par coulomb, mais on avait dit qu'on verra plus tard une autre unité qui est le volt par mètre. Volt par mètre. Bon, la justification de 1 sur 4 pi epsilon, 0, c'est une pure commodité mathématique qui est à l'origine de ce choix, vous l'aurez compris, qui est dû à la symétrie sphérique qui est plus apparente.
Alors, l'epsilon 0, mine de rien, mais en fait, il possède aussi son unité. Epsilon 0 peut s'exprimer en coulomb, coulomb carré, euh, coulomb carré, newton, mètre carré. Alors, comment je fais ça? La force électrique est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q fois Q sur R carré. Je cherche 4 pi epsilon 0 est égal à Q sur la force électrique sur R carré. Voilà, bien sûr, à une constante près qui est 1 sur 4 pi, puisque si je divise sur 1 sur 4 pi, on a epsilon 0. Donc, Q, c'est en coulomb, petit q est en coulomb, la force électrique, c'est en newton, et R carré est en mètre carré. Hein. Donc, ce qui fait des coulombs carrés, newton par mètre carré, c'est ce que j'ai ici. Voilà comment on trouve l'unité de epsilon 0. Alors, on peut aussi utiliser une autre unité qui est le coulomb. On a dit que le coulomb, Q est égal à I fois T. Donc, le coulomb, c'est des ampères fois des secondes. Donc, le coulomb, ce sont des ampères fois des secondes que je mets au carré, des newtons par mètre carré. Voilà. Alors, oui, attention qu'ici, des coulombs carrés, ouais. Alors, le newton. Le newton, on peut mettre ça en F égale ma. Ou, si je prends le poids, M fois G, une masse en kilos, mètres par seconde carré. Voilà. Donc, la force M est ma. Donc, je vais mettre des ampères seconde carré. Le newton, c'est des kilogrammes fois des mètres par seconde carré. Le tout fois des mètres. Voilà. Ça, c'est pour la force en newton. C'est les newtons. Hein. Newton, ce sont des kilogrammes mètres par seconde carré. Kilogrammes mètres par seconde carré. Fois des mètres carrés ici. Voilà. Alors, ça fait des ampères seconde carré. Le seconde carré va monter ici, comme ceci. Kilogramme mètre fois des mètres carrés, ça fait kilogramme mètre cube, ce qui fait des ampères seconde 4 kg mètre cube, et ça, c'est epsilon 0. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a plein de manières de voir les unités, je veux dire, d'epsilon 0. Bon, on verra plus tard que l'unité usuelle d'epsilon 0 sera, hein, on ira par 4 chemins, sera le farad par mètre. Farad par mètre. Voilà, donc le farad par mètre. Voilà, donc ici, on sait ce que c'est que, je veux dire, on sait calculer maintenant